tu es un héritier des Lumières, un homme de raison, un homme de... Je sais que tu aimes beaucoup le XVIIIe siècle, tu aimes Marivaux, tu aimes Beaumarchais. Oui, En même temps, tu es croyant. Le XVIIIe n'a pas été le siècle le plus croyant en non, France. c'est pour Bon. ça que je vais te reprendre un tout petit peu. C'est que C'est j'ai plus mon... 17e que 18e. Voilà. Voilà. Oh, mais tu me connais encore plus que je ne pensais. J'ai mon idée là-dessus, parce que c'est drôle, parce que Jean Dutour vient de publier, notre cher Jean Dutour, vient de publier un livre absolument extraordinaire. C'est le recueil de ses chroniques pendant des années, qu'il appelle Le siècle des Lumières éteintes. Ça nous qualifie bien, bon, en pensant au siècle des Lumières, le 18e. Pour moi, c'était le commencement de l'obscurantisme, au contraire. Je trouve que toute l'encyclopédie, tous les clubs, c'est tout ça qui nous a amené à la Révolution. C'est là que, avant même l'industrie, la France a commencé à s'intellectualiser dans le mauvais sens, tu vois. Pour moi, le plus haut siècle, le siècle des Lumières, là où on a atteint le maximum, c'est le 17e. Parce qu'il y a justement mêlé, comme disait Goethe, le noir et la pourpre, le noir et l'or, la grandeur et la mort. C'est le siècle qui mêle au plus haut degré la raison et la passion. Alors, Paul Guth, justement, parlons-en aussi de Ah Paul oui, Guth. bah oui. Tu as été son complice pour faire connaître un grand Oh là public là, quelle aventure. son histoire de la littérature. Quelle histoire, quelle histoire. Je connaissais pas Paul à ce moment-là. Enfin, je savais qui il était, bien sûr. Et je l'aimais beaucoup, ne serait-ce que parce que pas mal de gens ne l'aimaient pas trop. Tu sais, il y a une phrase de Guitry que j'adore. J'ai appris à aimer certaines personnes par le mal que j'en avais entendu dire par d'autres personnes que je n'aimais pas. Ça aide quelquefois à cerner quelqu'un. Tu vois, quand un con te dit « Ah, celui-là, il est... » Ah, ça te dirige vers la personne, tu vois, bon. Alors j'aimais beaucoup de choses de Goethe, certains de ses naïfs, etc. Et puis un jour, je suis tombé sur les 2 tomes de l'anthologie de la littérature française. Oh bah, je me suis dit, tiens, ça va me replonger, je vais apprendre des choses sur des auteurs que je connais moins bien, etc. J'ai commencé par le commencement. À cette époque-là, on ne parlait que le latin. Voilà comment c'est. Et j'ai pris ça, j'ai tenu le fil, je ne l'ai pas lâché. Je prenais à peine le temps de manger et je me le disais à voix haute. Tout est parti de là. C'est écrit d'une telle manière. Marcel Pagnol lui a dit, tu as fait un chef-d'œuvre parce que tu ne savais pas que tu allais faire un chef-d'œuvre. Il s'est simplement dit, c'était un professeur d'histoire, Paul Guth, en même temps que de littérature. Il prend toute l'histoire de la littérature depuis le Moyen-Âge. Mais ce dont il ne s'est pas rendu compte, c'est vrai, c'est qu'en parlant des auteurs, il parlait de leur vie en même temps, du contexte historique. Si bien que c'est l'histoire de la France depuis le Moyen-Âge qui nous raconte. Alors, il accorde, alors, je sais pas, c'est Molière qu'on a le plus, Molière et La Fontaine, ils ont, je sais pas, 28 pages, ce qui n'est pas grand-chose, et Mérimée, une demi-page. Mais tout est dit, et tout est dit à sa manière, amoureusement critique. Il les connaît tous, il les connaît au point que quand il parle d'un auteur, sans même l'avoir cherché, il commence à écrire dans son style. Avec des trouvailles. Il a une définition pour englober tout son article à chaque fois. Madame de Staël, le Napoléon du matriarcat. C'est admirable, c'est génial, c'est d'une intelligence, d'une finesse. Et je l'ai connu par Jean Dutour et par Maurice Toesca. Très peu de temps après avoir lu ça, on s'est rencontrés dans une soirée, dans un repas, et je lui ai dit, je viens de découvrir votre œuvre, ça m'a tellement plu que je la disais à voix haute, et j'ai eu le malheur de dire, et je suis sûr que je ne sais pas comment on pourrait faire, je n'imagine pas, j'ai dit une folie en le disant, mais qu'on pourrait en faire quelque chose de théâtral. Ah oui, m'a-t-il dit. Et de ce jour-là, il ne s'est pas passé une semaine. Qu'est-ce que vous avez fait pour avancer le projet de... Mais Paul, j'ai été contraint, fatalement amené à y penser, alors que je lui disais, mais je ne sais pas, j'ai dit ça, et sans doute que quelque chose en moi, on y revient toujours, me poussait à le dire parce que le petit garçon, ou celui qui n'avait pas encore nommé la chose, était en train de l'éprouver. Je commençais ma grossesse, quoi. Bon. Et puis, il se trouve, rien n'est fortuit. Rien n'est fortuit. Il n'y a pas de hasard. Quand je pense qu'il y a des gens qui disent c'est le hasard. Que c'est à ce moment-là
que j'ai pas eu en main, c'était pas moi le directeur, mais que pendant plusieurs saisons, j'ai travaillé, j'ai fait toutes mes pièces, mon cours et toutes mes poétiques au merveilleux théâtre de Saint-Germain-en-Laye, qui est un théâtre superbe dans ce parc admirable. Bon. Et je me suis dit, eh ben, si on faisait, c'est là que l'idée, mais l'idée folle, avoir fait ça, c'est comme avoir fait les 3 saisons à Hébertot, tu vois. Et c'est pour ça qu'après, je me dis, mais c'est quand même pas moi, ce petit garçon un peu timide, moi, ce monsieur si exigeant qui me suis imposé de faire ces choses-là, sachant qu'elles étaient à peine réalisables. Je me suis dit, ben voilà ce qu'on pourrait faire sur 2 saisons, sur 2 années. Je vais découper l'œuvre en 16 parties. On en présentera 8 la première année, 8 la seconde. Donc pendant 8 mois, 2 fois disons, la soirée en question, 2 fois par mois. Ça a été un travail. Je relis maintenant quelques fois parce que dans tous mes agendas des dernières années, je relis tout ce qui peut concerner Laurent parce que c'est sur lui, surtout que j'aurais voulu écrire un livre, enfin autour de lui, ma vie avant, pendant, grâce à, etc. Bon, ça serait le métier, ça serait tout, mais avec lui comme étoile centrale. Et je relis tout ça et je me dis, mais c'est vrai que j'ai fait ça. Car je relis, vient de finir de faire Bossuet, vient de finir de faire telle chose. Car il fallait, alors là il m'a donné son assentiment, Paul Gut, il n'a même pas voulu savoir avant de voir les spectacles ce que j'avais pu en faire. Je prenais par exemple, j'allais du Moyen-Âge jusqu'à Montaigne, en Anglebas-Montaigne, tu vois. Bon, il fallait que ça tienne en 2h moins 10. C'est-à-dire qu'il fallait que je garde, et j'en étais moi le récitant, seul ou avec quelqu'un d'autre, le texte de Gut, mais pour que ce ne soit pas quand même simplement bêtement une conférence, illustré par des chansons, des poèmes ou des scènes, des œuvres, des gens dont je parlais ce jour-là. Mais par exemple, quand je parlais de Christine de Pisan, au lieu de dire un poème de Christine de Pisan, je disais, nous avons à notre époque une Christine de Pisan, c'est Anne Sylvestre. Et on chantait une chanson d'Anne Sylvestre. Comme ça, on avait une espèce, tu vois, d'homogénéité dans le temps, oui, en même temps. Et ça a été, bon, même les gens qui ne souhaitaient pas en parler ont quand même consacré un quart de page dans certains de leurs journaux. Vous ne pouvez pas passer ça sous silence. Ça a été monumental. Et les gens sont venus en foule. On aurait pu le reprendre en régulier dans un certain théâtre, tu vois. Seulement, tu te rends compte, tous les comédiens, à chaque fois, j'avais une dizaine de comédiens. C'était une distribution qui, à la fin de la seconde saison, avait utilisé 140 personnes, quoi. Et ça a été le couronnement de Paul, un petit peu comme il y a eu le couronnement de Voltaire. Il n'a pas eu l'Académie, il a au moins eu cet hommage rendu par ta compagnie. Oui, et à mon avis, ça vaut bien mieux que l'Académie. Surtout qu'il me racontait cette chose très amusante. Tout le monde croyait qu'il était de l'Académie. Tout le monde. Si bien qu'on lui écrivait en disant « Ah, monsieur Paul Gut de l'Académie française ». Il lui est même arrivé un jour cette chose extraordinaire qui n'a pas dû arriver à beaucoup d'auteurs. « Monsieur Paul Gut, France ». Et c'est arrivé. Parlons, Jean-Laurent, d'un autre écrivain que tu aimes bien, et qui était, lui, académicien, qui était un homme, tu préfères le 17e, qui était un homme du 18e, qui était un grand biographe de Louis XV, oui, et qui avait un point commun, entre autres avec toi. Ce point commun, c'est qu'il adorait la danse. Pierre Gaxotte. Ah oui, bien sûr. Oh, les derniers mois, je voyais Paul Gut très régulièrement, c'était un grand ami, et les derniers mois, il était un peu fatigué, et un jour, à déjeuner chez lui, il me fait « Tu sais, je viens de penser à une chose, je viens de découvrir une chose, c'est qu'il fallait que je meure, c'est que j'étais mortel. » Et je lui dis, mais c'est pas facile de parler de ça avec quelqu'un qui effectivement va mourir bientôt et qui était assez fatigué. Alors je lui ai dit d'ailleurs une chose, je lui ai dit, oui mais tu sais, Paul, faut pas que ça t'inquiète parce que du train au Val-Monde, on va peut-être sauter tous ensemble. Et il a eu d'ailleurs cette réponse incroyable d'égoïsme enfantin, oh ce serait bien. Ce qui est monumental. Mais je m'étais dit donc quelqu'un d'intelligent, tout ce qu'on veut, bon, peut, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il avait vécu comme il avait vécu. René Simon nous disait toujours, il y a 2 choses qu'il faut appliquer dans sa vie, qui sont le contraire et qui sont la même chose. Vivre chaque journée comme si on devait mourir le soir. Et vivre chaque journée comme si on ne devait jamais mourir. Et c'est vrai que c'est fort possible d'associer ces 2 façons d'être. Et je me suis dit donc face à Paul Gut, donc il n'avait pas
peur de la mort, donc il découvre ça maintenant. Bref. Et je m'étais dit, je me souviens à ce moment-là, mais moi-même, il y a beaucoup de choses, je ne sais pas comment je réagirais si tout d'un coup, tout le monde peut s'y attendre à notre époque, un malfrat quelconque survenait, euh, pas donne ta voiture, puisque j'en ai pas, je conduis pas, mais donne ton fric, je sais pas quoi, bon. Est-ce que j'aurais l'audace de me laisser tuer parce que je réagirais en lui disant tu n'es qu'un con? Ou est-ce que je tremblerais comme les autres? Je ne sais pas. Mais je n'ai pas un souvenir qui me permette de dire j'ai eu peur. J'ai pas eu peur à des examens.